cordial bienvenida a los socios de la Asociación de Empresas Familiares y a los de la Inventora, con quienes hemos organizado este evento. Por sobre todo quiero dar una especial bienvenida a Antoine y a Blandine, miembros de una de las familias empresarias más importantes de Francia y el mundo, quienes cariñosamente se encuentran hoy con nosotros para contarnos su historia, ¿no? Antoine, Blandine, les cuento que la Asociación de Empresas Familiares nace el 2008 con el objetivo de mantener el legado de la empresa familiar y la unión de la familia empresaria. Hoy somos 91 familias que creemos en la trascendencia generacional y en el legado social como una de las huellas más importantes a dejar en las presentes y futuras generaciones. Compartimos entre nosotros experiencias de sucesión, de gobierno, estrategia corporativa, gobernanza familiar, filantropía, legado social y todos aquellos elementos que son parte del ecosistema familiar empresarial, entendiendo que nuestras empresas son nuestra familia extendida. Promovemos las buenas prácticas, los valores y el sentido de propósito que se traspasan desde el núcleo familiar a las distintas organizaciones. Todas las familias empresarias tienen en la EF mucho que aportar y aprender entre sus pares. Es el sentido de comunidad que hemos generado y los invitamos a todos a ser parte. Sabemos que su historia es muy especial y queremos aprender de ustedes. Llevan 6 generaciones con más de 800 accionistas familiares de las distintas empresas que han forjado. El espíritu filantrópico, el fomento del emprendimiento y por sobre todo el promover el estrecho vínculo en la familia han sido sus pilares, lo cual es sumamente admirable. Por eso esta conversación con las familias chilenas es de un tremendo valor. Raúl Troncoso presentará a los miembros de la familia Moulier que nos acompañan hoy y será el moderador. Raúl es emprendedor social, facilitador y director de empresas, con su gran espíritu por fomentar el emprendimiento y el talento nacional, y cofundador de Fundación Emprender y vicepresidente y cofundador de Inventora Chile, organización que nace gracias a nuestros protagonistas de hoy, la familia Moulier. Así que Raúl, te dejo el micrófono para que presentes a nuestros grandes invitados el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Realmente es un gran honor, digamos, y placer estar con Blandini y Antoine y estar con ustedes, Arturo, y con la EF, con la Asociación de Empresas Familiares, juntos en esta experiencia que espero que sea más que una charla, una experiencia para todos nosotros. Esta mañana en Chile, la tarde en Francia, tendremos la ocasión de escuchar a una familia que es tremendamente inspiradora, en los ámbitos tanto empresarial como en la filantropía, y que tiene una gracia, digamos, un sello muy importante, que es el centrarse en la persona humana, en las relaciones humanas y en la confianza primero para hacer todo lo que hacen. Junto a Jaime Santa Cruz, que está aquí presente, presidente de NEL Mentora, muy conocido también por ustedes porque ha sido miembro de la Asociación también de Empresas Familiares. Hemos tenido el placer de conocer a esta familia ya desde el año 2016, cuando partimos con la aventura de crear NEL Mentora, y lo hemos recibido en Chile a ellos presencialmente, y también ellos nos han recibido a nosotros tanto en París como en Lille, en Francia. Hemos construido poco a poco una linda amistad que está fundada, yo diría, en principios, en valores, en búsquedas compartidas. Yo diría que tanto a ellos como a nosotros nos anima y moviliza la visión de un mundo más humano y más justo. Y en esta ocasión particular, la visita no va a ser presencial, pero va a ser a través de esta pantalla, que puede parecer lejana en la distancia, pero yo conociéndolos a ellos y también a muchos de ustedes, estoy seguro que es muy cercana en los corazones. Voy a dar 4 slides solamente para que no se asuste Magdalena. Si es que todo funciona. A ver, share. Para expresar, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, Raúl. Llegan ustedes, Blandini
y Antoine en un momento bien especial de la humanidad y de Chile. Junto a la crisis social local de octubre del 2019 en el país y que también se ha repetido en otros países, se sumó esta pandemia, una crisis sanitaria mundial que llega hasta el día de hoy, desde el año 2020, ya 2 años. Hemos estado todos de un modo u otro bastante confinados en nuestras casas en un tiempo inesperado, con nuevos espacios de silencio personal, con otras nuevas maneras de encontrarnos como familia, también con dolores, ¿ah? Y aprovecho de hacer un homenaje a tantas personas cercanas, a las familias de ustedes, a las nuestras, que por alguna u otra razón han partido, o algunos conocidos que hemos tenido cerca, tanto en Francia como en Chile. Esos dolores nos han llevado también a unas búsquedas de nuevos equilibrios, buscando encontrar un nuevo futuro probablemente entre nosotros, y diría también una nueva convivencia. Hace un tiempo falleció aquí en Chile un conocido biólogo, el doctor Humberto Maturana, eh, que hasta el final de sus días, y ustedes los chilenos lo conocen porque lo han visto en televisión y en distintos lados, nos decía eh, que podía ser este un tiempo especial para dejar aparecer. Conviene que dejemos que siga apareciendo una nueva conciencia personal y colectiva en el país y en el mundo. Dejar aparecer significa respetar, significa escuchar, y nos lo dijo muchas veces, y en distintos ámbitos, ¿ah? A nivel del país, Francia, Chile, a nivel del planeta, en lo medioambiental, ¿para qué decir? En las generaciones, el diálogo entre generaciones con nuestros hijos, nuestros nietos, eh, también en lo intercultural. En Chile lo estamos viviendo muy fuerte, pero no solo en Chile, en lo espiritual y en el sentido de la vida. Yo diría que necesitamos reencontrarnos en lo que queremos conservar para avanzar en lo que necesitamos cambiar. Y claramente la importante renovación que tenemos en distintos ámbitos de la sociedad está impulsada hoy día por los jóvenes, diría yo, y por las mujeres, mucho por las mujeres, como también en las regiones y los territorios. Bueno, creo que mucho de esto que estoy diciendo va a aparecer y va a salir en la conversación con Antonio y Blandín de un modo o de otro. Eh, Aquí aprieto un botón, pero creo que esto no me camina. Ahí está. Entonces, ahí está. Eh, en definitiva, el futuro nos está desafiando. Emprender e innovar pasó a ser, déjenme decirlo así, con la experiencia que llevamos en el Mentora y en Fundación Emprender, una necesidad social, con más personas y familias que creen más y mejores empleos. Aparecen nuevos modelos de negocio y de inversión con impacto social y ambiental. Somos parte de una economía más diversificada y con mayores oportunidades de los territorios. Tenemos el foco en nuestras nuevas tecnologías, en educación de calidad para todos, en empleos sostenibles, más productividad y un ambiente de mayor justicia social. En definitiva, es necesaria, a nuestro juicio, por nuestro diagnóstico, una nueva dinámica de acompañamiento y mentoría a emprendedoras y emprendedoras que son los nuevos y grandes protagonistas del cambio. Queremos responder a esa necesidad a través de esta asociación de NET Mentora, que hoy día diría que esta respuesta también llega hoy, a diferencia del 2016, cuando Antoine vino junto con Remy Moulier, el hermano de Blandina Chile, a ayudarnos a partir con la asociación. Hoy día está más maduro, justamente producto de este doble crisis que hemos tenido en lo social y en la pandemia, que nos ha llevado a reflexionar hasta esta introspección. Y por tanto, relanzar NET Mentora hoy día tiene aún mucho más sentido que lo que tenía cuando comenzamos. ¿Y cómo transmitirles lo que es NET Mentora? Brevemente, porque el tiempo es oro y los protagonistas son nuestros invitados. Pensamos que la mejor forma de hacerlo es el logo de NET Mentora, que refleja muy bien los principios y los valores que ustedes verán son los mismos que la familia aporta y que le ha permitido desplegarse por un siglo en los negocios. El primer principio es que lo importante es la persona. El foco de NET Mentora no es desarrollar empresas, puede parecer brusco lo que estoy diciendo, sino que es desarrollar a las personas.
y las empresas de esas personas se desarrollan por añadidura. El segundo principio es que el camino es la gratuidad. Los mentores y socios de Netmentora que están aquí presentes, a quienes aprovecho de saludar y de agradecer por la compañía de estos años, el foco de los mentores socios de Netmentora entregan de su experiencia, de sus redes, de su tiempo y de su dinero también, con generosidad en un camino de gratuidad, devolviendo de alguna manera lo tanto que hemos recibido algunos privilegiados en la vida. Y de alguna manera a través de hacerlo se produce también una transformación personal en todos nosotros. Y junto con esos dos principios, el resultado que viene del proceso de Netmentora es que aparece que los emprendedores que se han beneficiado de este sistema, de este modelo, quedan tan agradecidos por la calidad del acompañamiento y la mentoría recibida, que cuando ya han consolidado sus empresas y negocios a los 3 o 4 años, naturalmente retornan a la red, devuelven, asociándose a la red y poniendo sus propias experiencias ahora, sus propias redes, tiempo y dinero al servicio de otros. Así, toda la energía humana y relacional de Netmentora circula, encuentra un sentido y se proyecta en el tiempo. Y en la última lámina les cuento brevemente el resultado de todo esto. En 30 años de desarrollo, un poco más, hay 120 asociaciones con su propia gobernanza territorial en 10 países de todo el mundo. Hay 100.000 empleos creados o salvaguardados en 5 años. Hay 14.000 empresarios o empresarias y directivos, acompañantes, voluntarios y miembros que están involucrados en la red. Y un indicador que ahí no aparece, que es muy importante, es que el 80% de las empresas mentoreadas con este modelo perduran al 5.º año de su funcionamiento. Y eso es una gran diferencia con lo que sucede en nuestro país. Voy a bajar la presentación ahora. Estaba terminando para presentarles con mucho gusto a Antoine, que ha sido, y a Blandín. Antoine ha sido un actor clave en la Asociación de la Familia Moulier desde los años 90, donde ha promovido los valores personales y empresariales que caracterizan a los Moulier, además de ampliar el portafolio de inversiones del grupo, apoyando a muchos emprendedores de la familia y también creo que fuera de la familia. Vino a Chile, como ya les dijimos, en 2016, junto a su hija Marion y a Remy Moulier, para dar a conocer los valores de la familia y ayudarnos a partir con Netmentora. Es muy parecido a lo que estamos haciendo hoy día. Recorreremos con él la historia familiar, el valor del acompañamiento y sobre todo algo que les va a llamar mucho la atención a ustedes, muchos de ustedes, familias empresarias, la noción de affectio societatis, que ya nos contará de qué se trata. Saludo con mucho gusto a Antoine. Hola, Antoine. Y también Blandín. Y también Blandín, que es la presidenta, voy a presentarlo a los dos de una sola vez. Y Blandín es la presidenta de la Fundación Entrefondo, que reúne diversas iniciativas filantrópicas de la familia, entre las cuales están en Mentora Chile, ¿eh? Pero en francés se dice Réseau Entreprendre, es lo mejor que puedo pronunciar, de la cual es miembro de su consejo directivo. Su doble compromiso empresarial y filantrópico, la de Blandín, se apoya en la convicción de que es necesario acompañar a las personas a emprender su vida, convirtiéndose en actores de su destino y motivarlas a desarrollar todo su potencial emprendedor. Aunque yo estoy seguro que no le va a gustar que lo diga porque la conozco, tengo que destacar que fue condecorada en marzo del 2019 con la Legión de Honor, que es la más importante de las distinciones en Francia para destacar la contribución de un ciudadano en la sociedad. Bueno, eso es lo que puedo contarles después de escuchar a Antoine y a Blandín, que seguramente entre ellos interactuarán porque son muy coloquiales en su modo de conversar. Vamos a tener un tiempo de conversación donde entiendo que hay al menos 2 familias de la Asociación de Empresas Familiares, la familia Cauciño y la familia Ferrán, que han preparado algunas preguntas, y todos quienes ustedes quieran pueden hacer también nuevas preguntas, y para eso prepárense de hacerlas en el chat, que espero que Magdalena me ayude a poder procesarlas. Eso es lo que les puedo contar. Les agradezco mucho a todos los presentes y espero que disfruten esta presentación y sobre todo que les inspire para que en Chile podamos tener un país mucho más equilibrado y de futuro. Les agradezco mucho.
Adelante, Antoine. Muchas gracias, Raúl. Antes, Sí. Lo tenía, ahí está, perfecto, modo presentación. Hola, buenos días a todos. Hoy es un gran placer para mí hablar con ustedes, porque cuando vine a conocer muchos de ustedes en 2016, estaba convencido de que NetMentora iba a tener una gran historia en Chile. Es también un gran placer hablar con ustedes, porque mi hija y su marido han vivido un año en Santiago. Ahora les voy a contar la historia de nuestra familia, porque sé que esta historia inspiró mucho a mi primo André Murier, padre de Blandine, cuando decidió crear Raison d'Enfant. Ahora voy a hablar en francés, porque será más fácil para mí. Voici ma petite famille avec Brigitte, nos 4 enfants et aujourd'hui 9 petits-enfants. Et voici notre grande famille, notre tribu, avec 5 générations encore vivantes, depuis la 2e génération jusqu'à la 6e génération. Ma cousine Blandine est quelque part sur la photo. uno lo puede poner. Je suis très heureux de partager avec vous notre passion pour garder l'esprit entrepreneurial vivant dans notre famille. Notre principale entreprise, Auchan Hypermarché, traverse une période très difficile depuis 10 ans. Et je dois dire que c'est une bonne opportunité pour vérifier la solidité de notre famille, la solidité de notre modèle entrepreneurial, notre solidarité avec tous les collaborateurs d'Auchan dans cette période difficile, encore aggravée par le Covid. Alors, avant de vous raconter ma famille, notre famille, 2 précautions. La première précaution, ce que je vais vous raconter n'est qu'un modèle parmi d'autres. Chaque famille a son propre modèle. Et j'espère ne pas blesser tel ou tel d'entre vous par la force des convictions que je vais vous partager. Et la deuxième précaution, comprenez bien que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos comportements il y a 70 ans. À l'époque, nous étions une toute petite famille avec les mêmes joies et avec les mêmes peines que toutes les familles entreprenantes et que vous, les familles entreprenantes chiliennes. Je vous confirme que nous sommes très nombreux. Aujourd'hui, plus de 800 cousins actionnaires, incluant, comme je vous l'ai dit, 5 générations vivantes. Le nombre augmente tous les ans puisqu'on devient actionnaire à partir de l'âge de 20 ans. Alors pourquoi préférons-nous être nombreux au lieu de concentrer le capital sur quelques happy few, comme cela se pratique dans beaucoup d'autres familles françaises? D'abord parce qu'il y a plus d'intelligence dans beaucoup de cerveaux et de cœurs que dans seulement 5 ou 6. La deuxième raison, n'oublions jamais que la roue tourne au fil des générations. Cela signifie que si nous avions chassé certains de nos cousins parce que nous les trouvons incompétents ou fragiles, nous nous serions privés de l'intelligence et des talents de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La troisième raison, n'oublions jamais que l'innovation vient souvent de la périphérie, de ceux qui ne sont pas considérés comme bons en affaires, de ceux qui ne sont pas considérés comme des personnes clés. Si nous jetons ceux qui sont à la périphérie, nous affaiblissons notre potentiel de créativité et d'innovation. Et il y a une dernière raison pour laquelle je préfère que nous soyons nombreux. Dans notre famille, comme nous sommes très nombreux et que toute la richesse est investie dans des murs, dans des stocks, dans des machines, eh bien très peu parmi nous peuvent vivre sans travailler.
le plus gros actionnaire aujourd'hui ne possède que 1% du capital. Donc, la majorité de nos cousins doit travailler, se lever tôt le matin, doit continuer à créer de nouvelles entreprises, doit continuer à créer de nouveaux jobs, etc. C'est pour moi un des secrets de la longévité de nos familles. Je vous ai parlé des conjoints. Ils sont pleinement actionnaires de notre famille. Ils jouent un rôle essentiel dans notre famille, car ils sont exactement actionnaires avec les mêmes droits que les descendants. Ils apportent de l'air frais, de nouvelles idées, ils modèrent les conflits entre les cousins, des conflits très fréquents, ils éduquent leurs enfants dans une passion commune pour le projet familial, et la dernière chose, peut-être la plus importante, ils apportent leurs compétences. À titre d'exemple, le président actuel de l'association familiale Mullier est un conjoint. Et 4 parmi nos plus grosses entreprises sont présidées aujourd'hui par des conjoints. Alors, vous voyez ici que nous sommes impliqués dans des dizaines d'entreprises qui, au fil du temps, ont été créées soit par des membres de la famille, soit par des dirigeants, soit qui ont été achetées depuis 120 ans. Aucune entreprise n'est en bourse. Les actions appartiennent majoritairement à notre famille et à nos 700 000 collaborateurs qui sont presque tous actionnaires, chacun dans l'entreprise où ils sont salariés. Une de nos spécificités est que nous essayons de maintenir les familiaux le plus proches possible avec nos entreprises, quel que soit leur potentiel ou leur talent. Comme vous voyez, plus de 30% d'entre nous ont été ou sont encore fortement impliqués dans nos entreprises. Quelques chiffres, plus de 130 sont ou ont été salariés. Plus de 160 sont ou ont été membres de l'un de nos boards. Plus de 50 parmi nous sont ou ont été entrepreneurs avec les capitaux de la famille. Tout cela a démarré avec mon grand-père, l'arrière-grand-père de Blandine, qui, après avoir fait 2 fois faillite, réussit à lancer une petite filature en 1905. Dans les années 20, au lieu de transmettre son entreprise à ses enfants, il décide d'aider 3 de ses garçons et un gendre à créer chacun leur propre entreprise. Sans doute parce qu'il ne voulait pas que ses enfants souffrent de son ombre. On dit souvent que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Mais la particularité, c'est qu'il leur a demandé de rester tous actionnaires les uns des autres. Et aujourd'hui encore, les quelques 800 membres de la famille sont tous actionnaires de toutes les entreprises du portefeuille de la famille Mullier. Ceci provient de ce magnifique héritage de nos parents qui avait écrit « Nous voulons rester tous dans tout, c'est-à-dire tous actionnaires de toutes les entreprises, afin de faire mieux ensemble que chacun séparément. » Alors, pourquoi rester tous dans tout quand tous les consultants nous disent « mais c'est impossible de rester ensemble à long terme ». Nous pensons qu'il y a là une forte conviction basée sur le proverbe « tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Cette conviction, chez nous, est fortement inspirée par la doctrine sociale de l'Église, formalisée par le pape Léon XIII en 1893. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de cette doctrine sociale de l'Église? Eh bien, surtout qu'elle nous encourage à être à la fois juste et efficace. Pour cela, 2 exemples. Le premier, en 1961, nous sommes 63 cousins germains
dont 29 femmes. À l'époque, la tradition voulait que les femmes ne puissent pas devenir actionnaires. Elles recevaient leur dot en cash. En 1961, nos oncles se sont aperçus que pour doter leurs filles en cash, il faudrait utiliser tous les bénéfices des entreprises, et donc cela empêchait ces entreprises de se développer. Alors, par souci d'efficacité, ils décidèrent de leur donner des actions. Et cela s'est révélé par la suite juste, car aujourd'hui, tous les descendants de filles, dont moi-même, profitent de la création de richesses et peuvent contribuer à cette création de richesses. Par exemple, Decathlon n'existerait pas si la maman de mon cousin Michel Leclerc n'était pas devenue actionnaire. Le deuxième exemple de justice et d'efficacité, ça a été en 1976, lorsque nous avons décidé de permettre à tous nos collaborateurs de devenir actionnaires. C'était bien sûr juste, mais c'était formidablement efficace également, car cela les rend solidaires de la famille Mullier, puisque cela les responsabilise sur la création de richesses dont ils vont profiter en tant qu'actionnaires salariés. Dans les années 40, c'est le début de notre modèle de gouvernance avec les 3 frères et le gendre qui se réunissent tous les samedis matins pour expliquer à chacun ses joies et ses peines et recueillir les conseils des autres. Aujourd'hui, notre gouvernance n'a pas changé. Nous élisons tous les 5 ans un conseil de famille de 7 personnes dont la mission principale est de nommer les boards de chaque entreprise. Cela veut dire que le pouvoir de décision familiale est concentré dans les mains de 7 personnes. Tous les autres membres de la famille peuvent bien sûr donner leur avis et ils peuvent aussi s'impliquer, soit comme salariés, soit comme membres d'un board, soit bien sûr comme entrepreneurs. Sur ce slide, j'attire simplement votre attention sur la jeunesse des membres du conseil de famille. Vous voyez, en 2019, notre président, à gauche, avait 45 ans. Et comme je vous l'ai dit, c'est un conjoint. Cet âge jeune, cela me fait penser à une conviction très forte que nous essayons de partager. Nous pensons qu'il faut savoir partir trop tôt plutôt que trop tard. Alors, quelques années après, des dizaines d'entreprises sont créées, toujours dans ce que nous appelons le tous dans tout. Vous voyez toutes ces entreprises qui sont nées progressivement, soit créées par des membres de la famille, soit rachetées comme Leroy Merlin ou Boulanger, soit créées par des dirigeants de nos affaires. Et je dis souvent que ce sont des entreprises créées par des rebelles, des gens qui veulent changer le monde, changer la vie. À la fin des années 80, la famille traverse une très grosse crise que j'explique par l'âge de nos fondateurs. Vous savez, vous l'avez peut-être remarqué, lorsqu'un dirigeant prend de l'âge, il passe souvent du plaisir de la prise de risque à la peur de perdre ce qu'il a construit. Je répète, un dirigeant, quand il prend de l'âge, passe souvent du plaisir de la prise de risque à la peur de perdre ce qu'il a construit. Et nos oncles avaient peur que notre génération ne soit pas capable de prendre la suite. Ils avaient donc décidé de tout vendre. Et notre génération, avec Blandine, nous nous sommes révoltés contre cette décision. Et nous avons décidé de travailler sur cette question que je considère comme étant une question magique. Pourquoi? Pourquoi, c'est-à-dire pourquoi faire? Pour qui? Au service de qui? Voulons-nous rester ensemble dans les 20 ans?
Pourquoi, pour qui voulons-nous rester ensemble dans les 20 ans? Depuis ces années 90, nous nous posons régulièrement la même question tous les 7 ans. Tous les 7 ans, nous nous reposons cette question. Pourquoi, pour qui voulons-nous rester ensemble dans les 20 ans? Alors en 1990, nous avons répondu en affirmant que nous voulions continuer l'aventure de nos parents, alors qu'eux voulaient l'arrêter. Que nous voulions accompagner les entreprises existantes et en créer de nouvelles. Que nous voulions nous impliquer nombreux dans les affaires, soit comme salariés, soit comme non-executive directors dans les boards, soit comme entrepreneurs. Cette dernière décision de lancer de nouvelles entreprises a donné naissance à notre premier fonds d'investissement, Créadev, en 2002, dont j'ai été le premier non-executive chairman. Vous y voyez les 5 secteurs, mais nous nous sommes aperçus que pour aller plus loin, il nous fallait créer un deuxième fonds d'investissement entièrement dédié aux entrepreneurs de notre famille, parce que les règles classiques d'un fonds d'investissement ne satisfaisaient pas nos jeunes neveux et nièces. Et donc, en 2007, nous avons décidé de lancer ce deuxième fonds exclusivement pour aider les membres de la famille à créer leurs entreprises. Et vous voyez qu'en 15 ans, plus de 50 membres de la famille ont décidé de créer leurs entreprises avec nos capitaux. J'en arrive maintenant à 3 conclusions. La première conclusion, d'abord, pourquoi il nous paraît important de cultiver l'esprit entrepreneurial au sein de notre famille. Je vois donc 5 raisons. La première, parce que cela permet d'entretenir la culture de la prise de risque et d'échapper ainsi à la malédiction que AEF connaît bien, et vous tous les entrepreneurs familiaux, qui raconte que la première génération crée, la deuxième gère comme elle peut, et la troisième génération dépense tout son argent aux Bahamas ou avec leurs hélicoptères et leurs yachts, etc. Et donc détruisent l'entreprise. La deuxième raison pour laquelle je pense important de maintenir cet esprit entrepreneurial, c'est que bien souvent, nos jeunes ne s'intéressent pas à l'entreprise de leurs parents. Nous avons énormément de jeunes qui ne s'intéressent pas au commerce, qui ne s'intéressent pas à la grande distribution, au retail. Et donc, ils ne s'occupent plus des business. Et comme chez nous, ils créent leur propre entreprise avec les capitaux de la famille, ils restent passionnés par le projet familial dont ils se sentent acteurs dans leur entreprise qui fait partie du tous dans tout, comme leurs parents étaient acteurs dans les entreprises qu'aujourd'hui ils n'aiment plus. La troisième raison, c'est que cela permet de faire évoluer le portefeuille de façon naturelle, sans avoir besoin de faire appel à des grands stratèges ou à des consultants, etc. Car qui mieux que les jeunes savent ce dont le monde de demain aura besoin? Et donc, qui mieux que les jeunes savent quelles seront les entreprises rentables demain? La quatrième raison, c'est qu'en aidant les jeunes à créer leur propre entreprise, vous leur évitez de vivre à l'ombre des grands arbres. Comme dit saint Paul, vous leur permettez de devenir ce qu'ils sont. J'aime beaucoup cette phrase de saint Paul, « Deviens ce que tu es ». Donc, deviens ce que tu es à travers tes propres passions, qui peuvent être la passion de l'entrepreneuriat ou n'importe quelle autre passion. Et il y a une cinquième raison. En promouvant l'entrepreneuriat chez les jeunes familiaux, nous promouvons des successeurs actifs, confiants, au lieu de promouvoir des héritiers
passif, méfiant. Vous le savez tous, quand un actionnaire n'est pas fortement impliqué dans les affaires, donc quand il est passif, eh bien, il prend vite peur et il n'a qu'une envie, c'est de vendre ses actions. Donc, efforçons-nous d'avoir des successeurs actifs qui donc seront confiants. Laissez-moi le répéter, je préfère avoir des successeurs actifs confiants que des héritiers passifs méfiants. Ma deuxième conclusion, c'est une question pour moi. Qu'est-ce que je retiens après avoir passé 25 ans au service de notre famille? Bien, je retiens que tout cela nécessite de cultiver fortement ce que nous appelons l'affectio societatis, c'est-à-dire le cœur et le business. Ce double paradoxe, le cœur et le business. Et cela demande beaucoup de travail. Cela demande des efforts constants de communication. Cela demande d'organiser des formations, d'organiser des voyages, des visites d'entreprise, des groupes de réflexion et même aujourd'hui, des groupes de pression sur certains sujets. Nous avons un groupe de pression, par exemple, sur le développement durable qui essaye de faire pression sur nos entreprises pour aller plus vite vers le développement durable. Nous avons un groupe de pression sur la place des femmes dans la famille, etc., etc. Et puis, cela demande aussi de rencontrer individuellement les membres de notre famille pour les connaître, les motiver à s'impliquer, quel que soit leur talent. Quand j'étais encore en fonction, je rencontrais à peu près une centaine de membres de ma famille chaque année. Des oncles et tantes, des cousins et des cousines, des neveux et des nièces. J'allais les voir, s'ils habitaient Santiago, j'allais les voir à Santiago, s'ils habitaient en Chine, j'allais les voir en Chine, à Buenos Aires, etc., etc., pour les reconnaître, pour leur dire, tu as du prix à nos yeux. Même si tu n'es pas un grand génie, un grand stratège de l'entreprise, tu as du prix à nos yeux. Tu vaux quelque chose et tu fais partie de notre famille. Et pour cela, nous avons besoin de toi, quels que soient tes talents, quelles que soient tes compétences. En résumé, tout cela repose sur 7 choix réputés impossibles. Faire du business en famille, on nous dit que c'est impossible. Inclure les conjoints, on nous dit que c'est impossible. Rester tous dans tout, on nous dit que c'est impossible. Impliquer le plus grand nombre de familiaux, on nous dit que c'est impossible. Susciter des entrepreneurs dans la famille, on nous dit que c'est impossible. Avoir un large portefeuille diversifié, on nous dit que c'est impossible. Ne pas vendre nos entreprises, pourtant c'est ce que nous ne les vendons pas, mais nous les réinventons, on nous dit que c'est impossible. Eh bien, je crois que ceux qui nous disent que c'est impossible se trompent. Ils se trompent parce que trop souvent, ils veulent nous mener sur le chemin facile. Et je crois que les chemins difficiles en montagne sont parfois les plus beaux, avec les plus belles vues, avec les plus belles émotions. Dans un monde qui se financiarise de plus en plus, dans lequel il n'y a plus de sens, les familles entreprenantes que vous êtes, que nous sommes tous ensemble, ont un vrai rôle à jouer, en rendant possible à la fois la performance et le sens, en rendant possible à la fois la justice et l'efficacité. Pour réussir ce pari de la durée en famille, je voudrais terminer en parlant de 4 comportements que je pense nécessaires en famille. D'abord, à gauche, savoir parler ouvertement.
apprendre à tout se dire, même ce qui fâche. Et Dieu sait si c'est difficile, vous le savez bien, en famille, parce qu'on ne veut pas se blesser. Et pourtant, il faut apprendre à parler cash, comme disent les Anglais. Le deuxième comportement clé consiste à être bienveillant dans les difficultés. Vous voyez, en mai dernier, lors de notre assemblée générale, Auchan Hypermarché nous a présenté des très mauvais résultats. Et pourtant, nous lui avons fait une standing ovation. Étonnant. Nous voulions ainsi soutenir et encourager les dirigeants d'Auchan qui sont dans un moment très difficile. Le troisième comportement, qui est un peu le contraire, consiste à être exigeant quand tout va bien. C'est quand tout va bien qu'il faut se préparer aux temps difficiles. C'est quand tout va bien qu'il faut innover, qu'il faut réinventer l'entreprise. Et le quatrième comportement, je vous l'ai déjà dit, c'est savoir partir trop tôt, quand on est aux commandes, plutôt que trop tard. Pourquoi? Pour laisser la place aux plus jeunes, pendant que nous, les vieux, nous sommes encore capables de les aider s'ils en ont besoin, et uniquement s'ils en ont besoin. Sinon, notre rôle, c'est un rôle de contemplatif. C'est un rôle de contempler tout ce qu'ils font de bien et d'applaudir à tout ce qu'ils font de bien. Ma troisième conclusion, j'en aurai terminé, c'est qu'une famille entreprenante ne durera pas longtemps si les entreprises ne sont pas performantes. Mais à l'inverse, il n'y a pas d'entreprise durable s'il n'y a pas un fort affectio societatis, c'est-à-dire une très grande proximité entre les entreprises et la famille. Il faut que les deux chevaux avancent à la même vitesse. Le cheval de la performance et le cheval de la cohésion et de l'implication de la famille. Vous le savez aussi bien que moi, tout cela est très fragile, très vulnérable. Cela demande du temps, du travail et du courage. Mais une fois de plus, avoir des familles debout, performantes sur le long terme, est un enjeu magnifique qui mérite qu'on y consacre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Merci pour votre attention. Je vais passer la parole à Blandine et puis après, nous interagisserons ensemble. Je t'applaudis, Antoine. Gracias, Antoine. Merci beaucoup, Antoine, pour ton intervention hyper claire. Je valide tout ce que tu as dit, c'est formidable. Dans notre présentation de claquette à nous deux, il était convenu que tu parles de la famille et moi de l'implication de la famille dans notre mentorat ou dans l'engagement sociétal. Donc, je vais le faire en live comme ça, sans support visuel, parce que je vais vous raconter juste une histoire qui est en fait l'histoire de la création de Réseau Entreprendre. Parce que sinon, si je parle de la philanthropie en sens large, je vais vous parler de beaucoup de sujets, parce qu'on est une famille très engagée socialement. Donc, vous avez vu dans les slides d'Antoine qu'en 1942, Gérard Mullier père a créé Fildar. Et cette société, qui est une société de fil à tricoter, a vécu sa vie, l'entreprise, avec toutes les joies et les peines du développement de l'entreprise, jusqu'au jour où mon père, André Mullier, a été président de cette société qui, en 1986, a vécu un moment très difficile d'entreprise avec le licenciement de 700 collaborateurs salariés de l'entreprise. Et comme vous avez bien senti dans l'exposé d'Antoine, on est une famille d'entrepreneurs créateurs d'emplois avec un grand respect de la dignité humaine et de l'accompagnement des hommes et des femmes que composent les entreprises. Et donc mon père, au regard de ce licenciement massif, obligatoire pour sauver l'entreprise, pour sauver d'autres emplois, est tombé malade. Antoine, il en a
il peut être témoin parce qu'il l'a bien vécu aussi, il l'a bien vu. Il a fait un burn-out, il était hospitalisé. Et puis, quand il s'est remis, il s'est dit, il n'y a pas, pour rebondir, je vais reprendre les rênes. Et je dois rebondir de deux façons. Moi, personnellement, mais plus important, l'emploi que j'ai déstructuré, que j'ai tué dans ma région. Donc, il s'est dit, je vais m'attaquer à remettre 700 emplois dans mon bassin, qui a mis donc 700 familles en difficulté financière par perte d'emploi. Et c'est comme ça que, au sein de notre family office d'ailleurs, il a réuni autour de lui une dizaine, une quinzaine de personnes de la famille, parce qu'il s'est entouré de gens en qui il avait confiance, des gens de notre famille qui avaient l'esprit entrepreneurial chevillé au cœur, au corps, et de dire comment on peut faire pour aider. Et là, c'était comme ça, l'inspiration qui était magnifique, comment aider des entrepreneurs à créer de l'emploi au travers d'entreprises et au travers de création de valeur en plus de l'emploi. Ses convictions étaient que la création ne se fait jamais seule. Vous allez voir qu'il y a des correspondances entre ce qu'on fait chez Réseau Entreprendre depuis l'origine, 86, que ce qu'a dit Antoine. C'est-à-dire que la création ne se fait jamais seule, c'était ce qu'il a écrit pour Réseau Entreprendre, mais c'est exactement ce qu'a dit Antoine, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Sa deuxième conviction, c'est que nous sommes chacun le maillon d'une chaîne. Le maillon d'une chaîne, ça veut dire qu'il faut s'entraider, qu'on a chacun sa place, que l'accompagnement aide à se révéler. C'est vraiment aussi ce que Antoine disait par rapport à l'affectio societatis qui était dans la famille, cette grande volonté de formation, d'information, d'inclusion. Donc, c'était vraiment cette idée de faut former, accompagner. Et puis, très vite, les trois principes dont a parlé Raoul au début sont apparus, qui est l'homme premier, vous l'avez bien senti, c'est l'entrepreneur que Réseau Entreprendre va accompagner. Je vais en parler un petit peu plus après. C'est la réciprocité et c'est la gratuité. Ces trois mots-clés qui reviennent régulièrement chez Réseau Entreprendre, mais c'est aussi des valeurs fondamentales qu'on a dans notre famille quand on s'engage socialement. Donc, il a créé ce réseau d'accompagnement à la création d'entreprises avec des gens de la famille et il a choisi d'aller chercher des jeunes, des trentenaires, donc ceux qui sont en fait entrepreneurs dans leur tête. Et mon père disait, vous qui avez 30 ans, comment vous pouvez aider vos amis à créer des entreprises créateurs d'emplois? Aujourd'hui, on parle de philanthropie. À l'époque, c'est un nom barbare. On en a plein la bouche quand on dit philanthropie. Il y a 35 ans, quand Réseau Entreprendre Nord a été créé. Et vraiment, les trois valeurs dont je vous ai parlé, c'est exactement ce que disait Antoine dans le partage du pouvoir, du savoir et de l'avoir dans la famille. Dans notre famille, on a le sens du partage. Vous avez entendu le partage, c'est-à-dire permettre à chaque collaborateur d'être actionnaire de l'entreprise dans laquelle il travaille. Eh bien, le partage du pouvoir chez nous, c'est le pouvoir entreprendre, le pouvoir créer, le pouvoir prendre sa vie en main, avoir la possibilité de vivre ses rêves, de créer son propre emploi et puis de créer son propre projet. C'est très, très important, cette liberté d'entreprendre, cette dignité de se réaliser. Donc ça, on le retrouve chez Réseau Entreprendre comme on le retrouve dans notre famille. On partage aussi le savoir, c'est-à-dire comment on fait pour créer une entreprise. Donc la formation, on retrouve le parallèle des valeurs. Et puis l'avoir financier, bien sûr, pour démarrer une entreprise, il faut pouvoir avoir quelques capitaux. Vous voyez, Antoine a parlé de nos jeunes qui sont aidés dans notre famille à créer leur entreprise. Eh bien, chez Réseau Entreprendre, il y a un système qui est aussi mis en place pour que l'entrepreneur soit accompagné dans la gratuité et financièrement, parce qu'il rembourse après, parce que c'est un prêt, ce n'est pas un investissement. Réseau Entreprendre, c'est du prêt et pas de l'investissement. Donc, vous voyez le parallèle d'implication de ma famille dans les bonnes pratiques, les valeurs de la création de Réseau Entreprendre.
Donc, Réseau Entreprendre Nord, la première association, est née en 1986 pour remettre de l'emploi dans notre bassin. C'était vraiment l'idée initiale. Et puis un jour, des entrepreneurs lyonnais se sont levés en disant nous aussi, on veut faire la même chose chez nous. On en a besoin. Et en fait, c'est là où tout le modèle de Réseau Entreprendre a été vraiment conceptualisé. C'est-à-dire que chez Réseau Entreprendre Lyon, à l'époque, ça s'appelait Lyon, maintenant c'est Rhône-Alpes, c'est plusieurs familles d'entrepreneurs qui se sont mis ensemble, comme vous faites à Net Montora à Santiago. Plusieurs familles se mettent ensemble en disant nous, on va porter une association et nous, ensemble, on va accompagner des entrepreneurs sur notre territoire à créer des entreprises à potentiel d'emploi. C'est toujours l'homme au cœur de l'entreprise qui est important. Et c'est l'homme qui est accompagné et l'entreprise évolue, son métier évolue. Donc, Réseau Entreprendre Lyon a été créé sous ce même modèle. Bien sûr qu'on a quelques cousins qui habitent sur Lyon et qui se sont impliqués à la création de ce Réseau Entreprendre Lyon. Sauf que c'est très informel, c'est pas dit, et ça a été vraiment approprié par les entrepreneurs lyonnais. Et puis ensuite, il y a eu d'autres régions qui se sont levées, qui ont dit nous aussi on veut faire pareil. Et peut-être qu'il y a des familiaux muliers qui, implantés dans leur territoire, ont accompagné la création de cette association au même titre que d'autres familles entreprenantes du même territoire. Je vous dis ça comme exemple. On n'est pas un modèle, on a un exemple d'évolution. Raoul nous demandait de montrer le lien entre notre famille et Réseau Entreprendre. Et c'est en fait effectivement notre famille qui a mis l'impulsion initiale. Et aujourd'hui, Réseau Entreprendre, c'est une grande famille de sens au-delà de la famille de sang. On est une famille de sens, de valeurs, d'entrepreneurs. En 2008, grande année 2008, parce que mon père a dit, au moment où il saluait un peu, parce qu'il est décédé 2 ans après, et il a dû sentir qu'il commençait à perdre de l'énergie pour porter cette belle association qui est Réseau Entreprendre. Il a dit, quand vous lancez une bonne idée, vous ne savez jamais jusqu'où elle peut aller. Et effectivement, en 2008, il y avait déjà l'idée de créer Réseau Entreprendre International, pour sortir des murs de la France. Aujourd'hui, c'est 10 pays, comme disait Raoul. 2016, le Chili. Et j'aime bien parce que 2008, j'ai entendu tout à l'heure que l'AEF, l'Association des entreprises familiales, a été créée aussi en 2008. Je vous dis, c'est une grande année. C'est une grande année aussi parce que a été créée à ce moment-là la Fondation Entreprendre, que je préside aujourd'hui et depuis lors. La Fondation Entreprendre accompagne une vingtaine d'associations différentes, dont Réseau Entreprendre, fédération, celle qui accompagne les 64 associations sur tous les territoires. La Fondation Entreprendre, en 2 mots, on a la volonté d'aller accompagner des associations qui vont sensibiliser les jeunes dans les écoles, apprendre ce que c'est que la posture de l'entrepreneur, visiter des entreprises, s'exercer à la création d'entreprises. Ça, c'est le premier volet de la jeunesse. Aller chercher aussi les jeunes qui sont déscolarisés, parce qu'en général, comme dit Antoine, ce sont des rebelles. Et les rebelles, ils ont la niaque, ils ont la volonté de créer aussi leur entreprise. Donc, on va les accompagner. Et une personne accompagnée a beaucoup plus de chances de réussir qu'une personne qui part tout seul. Notre deuxième volet, ça va être l'entrepreneuriat, création, reprise, croissance et même post-dépôt de bilan. Nous, à la Fondation, on accompagne des associations qui accompagnent des entrepreneurs sur tout leur chemin d'entrepreneur. Et le troisième volet, ça va être du lobbying, ça va être du plaidoyer, ça va être des études sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est le rôle de la Fondation Entreprendre. C'est là où, par rapport à ma famille, en 2008, quand mon père a dit « on va créer une fondation », avec Réseau Entreprendre, c'est Réseau Entreprendre, un panel d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs de Réseau Entreprendre, ce n'est pas des muliers, qui se sont dit « on va créer une fondation ». Notre famille a dit « ok, c'est magnifique, c'est super, on va vous aider ». Donc, l'association familiale Mulier a mis les premiers capitaux pour aider la fondation à démarrer. Et puis, tous les ans, abondent tous les dons qui sont faits à l'extérieur. Donc, c'est un accompagnement dont on ne se gosse pas, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment ancré dans nos tripes.
je suis sortie de mes feuilles parce que je m'emballe. Et puis, je vais vous laisser dans la conclusion, je vais vous laisser après la conclusion poser vos questions et je demanderai à Antoine ce qu'il en pense. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que partout où Réseau Entreprendre, où la Fondation Entreprendre est, mine de rien, notre famille accompagne en proximité sur le terrain, individuellement ou sur les fédérations en termes d'associations familiales mulier. En conclusion, je vous donnerai d'abord, mon père qui me disait, je me souviens à l'époque, il me disait un jour, très sérieusement, et comme il sait le faire assez cash, Blandine, es-tu heureuse dans ta vie? Bah oui, je suis heureuse. Et participes-tu à la création du monde là où tu es? Una conferencia. Côte à côte. Comme si être heureuse dans ma vie, c'était de participer à la création du monde. C'est super puissant. Moi, il m'a toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Là, je me suis pris une belle claque de remise en responsabilité de la chance de vivre et de la chance de là où je suis née pour agir avec les moyens que j'ai. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, quand à la Fondation Entreprendre, on m'a demandé de prendre la présidence, je me suis dit, là, c'est un lieu magnifique parce que travailler la dignité des personnes par l'emploi, c'est juste essentiel. Et comme le disait un de mes cousins qui s'appelle Thierry, il fut président de l'association familiale Mulier, il disait, nous, on sait faire que ça, des entreprises, de l'entrepreneuriat. Alors, engageons-nous à le faire bien, à le partager et à aider d'autres à le faire aussi. C'est le moins qu'on puisse faire. J'ai trouvé ça génial parce que ça nous mettait aussi dans nos responsabilités de partager ce que l'on sait faire avec les moyens que l'on a. Voilà ce que je voulais vous partager dans notre lien avec Réseau Entreprendre. Et je sais que vous, autour de la table, vous êtes nombreux à accompagner des associations, à accompagner Net Mentorat à Chile. Et je vous en remercie, je vous en félicite. Et c'est très, très important de vous impliquer avec le cœur, avec envie, dans la durée, parce que c'est comme ça que les entrepreneurs autour de vous vont réussir, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés avec le cœur, avec envie et dans la durée. Et c'est bon pour tout le monde. Comme dit Antoine, c'est juste et efficace pour tout le monde. N'est-ce pas, Antoine? Oui. J'allais rebondir là-dessus, justement. Bravo, ma chère Blandine, parce que je crois vraiment qu'à chaque fois que vous investissez dans Net Mentorat, que vous aidez des jeunes à créer leur emploi, ce n'est pas simplement par souci de justice, ce n'est pas simplement par philanthropie, mais c'est aussi par efficacité, y compris pour vos propres entreprises. Parce que si vous créez un écosystème dynamique au Chili, où il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça aidera bien sûr vos business, sans même parler du fait que lorsqu'on aide des jeunes à créer leur emploi, nous créons des emplois et en créant des emplois, on diminue les risques de la révolution, on diminue le risque des insatisfactions dans la rue. Et donc, je crois qu'on est vraiment à la fois juste et efficace lorsqu'on fait ce travail que vient de rappeler Blandine et lorsque vous faites ce travail au sein de Net Mentorat. C'est un enjeu majeur pour l'humanité, c'est un enjeu majeur pour le Chili, pour la France, pour tous les pays, que nous, les entrepreneurs, nous contribuions à créer des emplois autour de nous, pas simplement dans nos entreprises, mais en aidant d'autres entrepreneurs. Tout à fait. Alors, si on fait un petit binôme, je voulais moi revenir une toute petite sur un petit sujet qui me tient à cœur, ce que tu as dit, Antoine, quand on forme nos jeunes à entreprendre, mais nos jeunes dans nos familles, mais aussi les jeunes chez Net Mentorat, c'est
on parlait du club des entrepreneurs, des jeunes de notre famille. C'est aussi un magnifique lieu de formation que d'apprendre à entreprendre pour porter nos entreprises, pour être dans les conseils d'administration, pour avoir le respect de l'argent, le respect du rôle du dirigeant, le respect de chacun sa place dans l'entreprise. La meilleure façon pour bien accompagner nos entreprises, c'est que nos jeunes soient formés en interne par la création de leur propre business et leur propre denier. Je trouve que c'est très important. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, je vois, Raoul, qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de les prendre ou tu veux qu'on continue à dialoguer, c'est comme tu veux. Es fantástico escucharlos a ustedes dos conversar, así que estamos todos, yo creo que bastante fascinados de verlo, la manera que lo hacen, el aprecio que se tienen, en fin, tantas características que aparecen aún a pesar de la pantalla. No ha cambiado nada cuando ustedes vinieron a Chile, así que pero muchísimas gracias. Deben estar llenos de preguntas, de inquietudes, hay cosas que van a seguir rumiando seguramente después de esta conferencia en sus corazones, con su gente, en su familia. Estoy seguro que eso va a pasar y hay que darle el tiempo porque es la manera de internalizar estas experiencias y también tomar, como decían ellos mismos, los propios caminos de sus familias empresarias, según sus características, pero la inspiración ayuda. Yo quisiera abrir, no sé, Magdalena, tenemos algunas preguntas en el chat, pero entiendo que habían dos familias de la red de la asociación que estaban listas para hacernos un par de preguntas ellas. No sé si vamos por ahí, Magdalena. Sí, les cuento, Antonio y Brandín, que tenemos dos muy queridas familias de la asociación, que son las que tienen más antigüedad, la familia Ferrán y la familia Cauciño. La familia Ferrán está en la 5ª generación, Alberto, si no me equivoco, y la familia Cauciño en la 8ª. Así que mucho que aprender también de ustedes. Hola, Vero. Hola a todos, Antoine, Blandín. Un gusto haberlos oído. La verdad es que impresionante la manera tan innovadora de llevar una empresa familiar. La verdad es que muchas cosas que ustedes dijeron, como dijo Antoine en su presentación, son muchas veces presentadas como imposibles en la empresa familiar. La participación del cónyuge, la participación de los miembros de la familia en las empresas, y la verdad es que encuentro no solo muy inspirador que ustedes lo hagan, sino que también yo me he visto frente a esas mismas críticas, porque en la empresa de nosotros también participamos los miembros de la familia y no está prohibido, si bien no hay cónyuges en la empresa. Así que la verdad es que qué bueno oírlo de parte de alguien que ha sido tan exitoso como la familia de ustedes. Yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerles. Una se basa principalmente, yo creo que en que compartimos el origen más latino, ¿no es cierto? Más como cariñoso, el concepto de familia como un poco más como lo conocemos en Chile. Y es cómo logran ustedes balancear o hasta dónde llega el ser socio con el ser miembro de la familia. A mí me pasa mucho que al ser mujer soy capaz más emocional, más sentimental. Y creo que yo veo que hay un punto en que uno tiene que ser más socio que hermano o que primo, y hay otros minutos en que uno es primo o hermano antes que socio. Entonces me gustaría saber mucho cómo trabajan ustedes eso. Y también, como comentando el tema de las mentorías y los emprendimientos que ustedes logran hacer, ¿cómo ayudan o cómo levantan el espíritu de quienes fallan? Porque me imagino que así como hay tantos éxitos, también debe haber algunos emprendimientos que hayan fallado en el camino. Entonces, un poco me gustaría escuchar eso de parte de ustedes. Je vais commencer, et puis Blandine, tu vas compléter. Sur ta première question, Véronica, sur les émotions, l'affection, moi aussi je dis, il n'y a pas d'entreprise familiale sans laisser une grande place aux émotions. Les émotions, c'est très important. On dit très souvent, c'est le paradoxe du terme affectio societatis. C'est un paradoxe parce que c'est impossible de faire du business en famille. C'est impossible puisque la famille, c'est du côté du cœur, alors que le business, c'est du côté du cerveau. Pour que ce soit possible, il faut donner de la place aux deux. Il faut laisser s'exprimer les émotions et
Voilà, et je crois que ça, c'est le propre de cette grande transparence de notre famille. Étonnamment, Blandine ne me contredira pas, dans nos assemblées générales, ça s'engueule tout le temps. Il y en a même qui prennent le micro, qui se mettent à pleurer et qui disent « j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre ». Ben, on essaie de les écouter, et voilà. Et j'insiste sur l'importance des rencontres individuelles. Hein. Moi, comme je vous disais, j'ai passé ma vie, j'ai passé 25 ans à rencontrer tous mes cousins individuellement, une centaine chaque année. Et dans ces rencontres, évidemment, il y avait beaucoup d'émotions qui s'exprimaient, des hommes et des femmes qui pleuraient en disant « je n'existe pas dans cette énorme famille, quelle est ma place ? Je n'y connais rien au business, etc. etc. » Et j'essayais de trouver le petit coin avec lequel j'allais pouvoir les motiver. Je vais vous raconter juste un exemple. Un jour, j'arrive chez une cousine dans les montagnes des Alpes. Déjà au téléphone, elle me dit « mais Antoine, pourquoi tu veux me voir? Moi, je suis rien. » Je lui dis « comment tu n'es rien? Tu existes, tu es… Est-ce que tu acceptes que je vienne te voir ?» Donc, je suis allé dormir chez elle, j'ai fait connaissance avec son mari, avec ses 3 enfants. Et puis, elle me dit « mais pourquoi tu es venu me voir ?» Et je lui dis « mais écoute, tu es ma cousine, tu es membre de la famille. Qu'est-ce qui te fait peur dans cette famille ? » Ah ben oui, vous habitez là-haut à Lille, dans le nord de la France, et moi justement, mon père, il est parti parce qu'il n'était rien dans cette famille. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'intéresseraient dans cette famille ? Elle me dit, moi, j'ai simplement un problème, j'ai 3 adolescents, hein, ils avaient 12, 14 et 16 ans, et je ne sais pas comment leur parler de la famille et du business. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu voudrais t'occuper des adolescents de la famille ? Elle me dit, mais t'es complètement fou, Antoine. Qu'est-ce que tu veux que je leur raconte ? Et on a fini par se quitter. Je suis rentré à Lille, mais je lui ai dit en l'embrassant, écoute, réfléchis à ma proposition et rappelle-moi dans 15 jours. Elle me rappelle 15 jours après. Elle me dit, Antoine, j'ai bien réfléchi, j'aimerais bien faire des week-ends avec les ados. Eh ben, je lui ai dit, formidable, vas-y. Ça, c'était il y a 15 ans. Bien, aujourd'hui, elle était à la tête d'une organisation qui organise des stages, des week-ends pour les ados, des week-ends en famille, des visites d'entreprise après la classe le soir, etc. Et elle a complètement trouvé sa place dans la famille. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de ces rencontres individuelles. Dans notre famille, nous disons une chose, on n'aime que celui ou celle que l'on connaît. Et ça vaut dans les deux sens. C'est à la fois pour nous les dirigeants, c'est important de connaître tous les membres de la famille, y compris celui qui nous paraît loin, loin, loin du business. Et c'est important pour cette fille-là, là en l'occurrence, c'était important pour elle de me connaître, moi qu'elle pensait être un grand dirigeant très loin, et on a appris à s'aimer, à se connaître. Je crois que c'est la force d'une famille de pouvoir laisser les émotions transparaître. Voilà. Mais c'est pourtant un paradoxe. Voilà. Et ta deuxième question sur comment motiver ceux qui échouent, c'est très difficile. Et j'ai envie de dire que de toute façon, tout ce qu'on fait en famille, et chez toi, Véronica, ça doit être pareil, tout ce qu'on fait en famille, c'est difficile. Hein, bon, ça, il faut le savoir. Et quand quelqu'un échoue, ben, c'est très difficile parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure ce que j'appelle le service après-vente. Parce qu'il est humilié à ses propres yeux, il se sent humilié par la famille, il pense qu'il y a marqué sur son front, il a échoué, il s'est planté. Eh bien, il faut aller là aussi le rencontrer et rencontrer ses parents parce que dans une famille,
c'est souvent les parents qui s'en mêlent. « Ouais, vous avez viré mon fils ou ma fille, ou mon neveu ou ma nièce, ça veut dire que vous ne m'aimez pas. » Donc, il faut faire tout ce travail de contact individuel pour essayer de réconcilier les membres qui ont pu être blessés. Il faut les réconcilier, il faut les aider à refermer leurs blessures en leur disant « tu as échoué, c'est pas grave ». Et je peux vous dire que dans la culture française, c'est très difficile parce que quelqu'un qui a échoué, c'est marqué sur son front. On n'est pas du tout nord-américain de culture. Aux États-Unis, c'est le fail fast, fail early, fail forward. Et on aime bien recruter des gens qui ont échoué. En France, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment accompagner ceux qui échouent. Blandine, tu veux compléter? C'est exactement vrai dans la famille et c'est exactement vrai aussi chez Net Mentorat. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui échoue, c'est son entreprise qui ferme. C'est pas lui qui est mort. Donc, c'est vraiment le message. C'est pas c'est pas toi que je n'aime pas, c'est ce que tu fais qui me déplaît. C'est ton entreprise qui a fermé, qui est en difficulté. Toi, tu restes digne et humain et vivant. Et ça, c'est des messages vraiment à passer à tous les niveaux, que ce soit dans l'entrepreneuriat, chez Net Mentorat ou dans d'autres structures, dans les entrepreneurs familiales, mais aussi dans la famille, si on revient sur le sujet de l'implication des jeunes ou des moins jeunes. Et par exemple, il y a beaucoup de nominations. Il y a des endroits où on nomme. Donc, il y a des personnes qui postulent et qui ne sont pas élues. Donc, c'est une forme d'échec. Mais il faut vraiment partir dans l'idée que la vie est faite d'expériences. Et si cette personne n'est pas nommée à cet endroit-là, elle est au moins connue, reconnue, et elle va être peut-être nommée ailleurs, dans d'autres instances. Donc, c'est pas facile de sortir du bois. Il faut accompagner effectivement le chemin avec beaucoup d'humilité. Il faut que chacun d'entre nous soit humble devant la place que l'on a ou que l'on attend. Et puis, si c'est pas celle-là, c'est une autre. Vraiment, c'est de l'accompagnement jusqu'au bout. Et tu vois, je vais donner un exemple qui m'avait pas mal amusé, avec beaucoup de tendresse. C'est aussi une cousine très, très éloignée de tout, qui tout à coup a eu envie, dans le fond de son jardin, et je dis ça avec beaucoup de respect, et dans son petit cabanon, créer un site de gardiennage de chats pour ceux qui partent en vacances, pour qu'elle puisse. Donc, elle a créé son entreprise et elle fait du gardiennage de chats. Et donc, elle habitait au fin fond de la campagne, on ne la connaissait pas, elle ne connaît pas nos grosses entreprises familiales, celles qui sont sur le devant de la scène. Mais n'empêche que c'est notre famille qui l'a accompagnée au travers de ce club de jeunes entrepreneurs à créer son petit business et elle est fin heureuse. Et c'est une manière pour elle d'être proche de nous à sa façon. Il y a plein de façons. Et puis, pour finir avec ce sujet-là, Antoine, qui a poussé l'Affectio Societatis, qui l'a créé, qui l'a poussé pendant 25 ans, tu dis, a laissé libre cours à beaucoup d'initiatives privées. Et notamment, il y a une autre cousine qui est dans notre famille qui a un enfant handicapé et qui a dit, moi, j'ai envie de faire un groupe de la diversité, de la différence. Il a dit, je ne suis pas toute seule à avoir un enfant en difficulté. Et donc, il y a un groupe, donc elle a fait un peu de communication, et il y a tout un groupe d'adultes qui se réunissent pour dire comment on fait pour accompagner nos jeunes différents, handicapés ou très différents ou réactionnaires, pour les intégrer dans cette grande famille qui est très diverse. Et donc, ce groupe-là se soutient. Et ça, c'est important. Il ne faut laisser jamais personne tout seul. Et il y a des entités pour que chacun se retrouve dans une place ou une autre. Gracias, Antoine. Gracias, Verónica. No sé, Alberto. Sí, hola. Oye, lo primero, Antoine, Blandín, muchas gracias por la generosidad de compartir su testimonio. La verdad que es muy interesante para todos nosotros. Yo tengo dos preguntas. La primera, y quizás es bien práctica, pero tiene que ver con la capacidad de poder abordar esos 7 imposibles, ¿cierto? ¿Cómo resuelven los conflictos entre los miembros de la familia? Si es que tienen algún mecanismo, algún
tipo de procedimiento o algún sistema de mediación respecto de los naturales conflictos que se pueden producir por tratar de abordar esos 7 imposibles? Esa es una pregunta. Y la otra, pareciera ser de que en la capacidad de perpetuar la familia, el que haya un líder o liderazgo es fundamental. Entonces, ¿qué pasa cuando en la familia no emerge en las siguientes generaciones justamente ese liderazgo? ¿Ah? Ese liderazgo que no es solamente de negocio, sino, como ustedes han dicho, también tiene un liderazgo emocional, afectivo en la familia. Entonces, ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Y qué pasa cuando no aparece? Gracias. Sur la question des conflits, je voudrais d'abord dire que c'est dans notre culture, nous avons une culture très transparente. Donc, il y a beaucoup de conflits, mais pour moi, ce sont des conflits créateurs. C'est-à-dire, ce sont rarement des conflits entre les personnes. Ce sont des conflits stratégiques, des conflits... Des conflits sur comment on va s'en sortir avec Auchan, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Parce que je pense que c'est grâce à nos exercices de vision. Tous les 7 ans, je vous disais, nous nous projetons à 20 ans avec toujours la même question. Pourquoi? Pour quoi faire? Pour qui voulons-nous rester ensemble dans les 20 ans? Le fait d'avoir cette vision à 20 ans, donc au-delà de l'horizon des contraintes immédiates, hein, fait que nous savons tous quelle montagne nous allons gravir. Peut-être que nous allons nous disputer pour savoir si nous allons prendre la face nord, la face sud, la face ouest, la face est, si on va passer par l'Argentine pour faire le, comment il s'appelle, votre sommet qu'on passe quand on passe en avion, là, quand on vient d'Europe. La Concagua. La Concagua, oui. On sait tous qu'on veut faire la Concagua et qu'on a 20 ans pour le faire. Donc, les conflits, c'est souvent, oui, mais par où on va grimper. Et à ce moment-là, le leader va dire, écoutez, on n'est pas d'accord sur le chemin, mais on est tous d'accord sur la vision, sur la montagne que l'on veut gravir. Je pense que ça efface beaucoup de conflits. Et alors, il peut y arriver qu'il y ait des conflits. Et dans ces cas-là, nous avons des structures. Nous avons donc notre gouvernance, nous avons un conseil de famille, mais à côté du conseil de famille, il y a un conseil des sages qui peut recevoir les 2 parties et éventuellement nommer un arbitre, un conciliateur. Nous avons eu dans la famille un cousin qui était très bon dans la conciliation, qui malheureusement vient de mourir, mais qui a dû opérer à 3 ou 4 reprises sur des conflits très, très forts. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel des conflits, ils sont gérés ouvertement, immédiatement. Il y a beaucoup de conflits qui naissent par le fait qu'on n'ose pas parler. Et donc, vous savez, c'est la cocotte minute qui monte, la pression monte, la pression monte, la pression monte, et puis à un moment, ça explose. Mais si vous donnez la parole en permanence à tout le monde, je pense que ça diminue très fort les conflits. La deuxième solution, je vous répète, ce sont les rencontres individuelles. Et donc là, moi, je faisais ça. Et maintenant, j'ai 4 successeurs qui passent leur temps à avoir des rencontres individuelles. Je pense que ça diminue les conflits. Et puis, cette troisième façon que je vous ai dite, le fait d'avoir une vision commune, nous savons tous là où nous voulons aller. C'est un peu le parallèle, si vous voulez, avec les disputes que les Israéliens avaient dans le désert lorsqu'ils ont quitté l'Égypte sous Ramsès II. Ils se disputaient énormément pendant le désert, mais ils savaient tous qu'ils allaient vers la terre promise. Ils avaient un objectif et ils savaient qu'ils allaient vers cette terre promise. Donc, il y a un peu ce parallèle. Et puis sur la deuxième question, il faut un leader. J'ai envie de dire avec humour que nous avons la chance d'être très, très nombreux. Donc, il y a toujours plein de leaders.
Et comment on va les repérer? Eh ben, c'est par toutes les activités, les formations, les voyages. Il n'y a rien de tel qu'une learning expédition où on part à 40. On fait beaucoup de voyages à 40 parce que c'est la taille d'un bus. On arrive à Sao Paulo ou d'ailleurs on n'est jamais allé à Santiago. Il faudrait nous inviter un jour. On arrive, on monte dans un bus à l'aéroport et on passe 8 jours dans le bus à visiter des entreprises, à rencontrer des familles, etc. Et dans le bus, on discute entre nous. Et donc, on peut repérer des talents. Et puis après, on a des méthodes un peu plus sophistiquées où, bien sûr, on repère des gens qui ont fait de belles études, qui ont une belle première expérience professionnelle. On récupère tous les curriculum vitae de tous les jeunes. Et lorsque on dit, tiens, celui-là, il faut le suivre, on lui fait faire ce qu'on appelle un assessment center, avec un cabinet extérieur en ressources humaines qui va objectiver les talents de la personne. Mais je suis aussi convaincu que le leader, ce n'est pas forcément des gens qui ont fait de belles études, ce n'est pas forcément des gens dont on voit le leadership. La motivation, c'est très important. Je pense que quelqu'un qui est motivé, donc c'est tout ce travail de l'affectio societatis qui permet de motiver des leaders. Je vais raconter une anecdote qui concerne bien Blandine. Blandine a un compagnon que j'ai énormément rencontré, énormément accompagné quand il était jeune. Et je pense qu'il aurait fait toute sa carrière à l'extérieur de la famille. Et à force de le rencontrer, petit à petit, il a eu envie de travailler avec nous. Et il est maintenant tout simplement le chairman de la plus grosse de nos entreprises. Il est chairman de Leroy Merlin. Voilà. Et des exemples comme ça, j'en ai énormément. Voilà. Donc, il faut aller les chercher. Moi, j'ai envie d'ajouter, parce que je l'ai vécu personnellement, là pour le coup, moi j'étais toute petite, je faisais mon petit travail dans mon petit coin, j'étais manipulatrice en radiologie médicale, en scanner. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis on est venu me chercher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis un jour, on m'a demandé de prendre la présidence de cette fondation qui était juste toute naissante, qui avait 1 mois. J'ai dit, mais vous êtes tous complètement fous. Je ne saurais jamais faire ça. C'est pas moi. J'en ai pas les compétences. J'étais d'une timidité maladive. Et, je confirme. Et on m'a fait confiance. Et donc, le maître mot dans notre famille, c'est vraiment la confiance a priori. Et puis après, l'accompagnement. Et puis là, ce que j'ai vraiment appris, c'est que la mission fait grandir les hommes. Et l'homme fait grandir sa mission. Ah, tu devrais dire les hommes et les femmes, Blandine. Les hommes et les femmes. Je suis bien placée, oui, pour le dire. Les hommes et les femmes. C'est super important. C'est-à-dire que quand j'ai démarré la Fondation Entreprendre, j'étais toute petite, dans le sens, j'avais peur de mon ombre, j'étais contente dans mon petit monde, etc. Et puis, j'étais au milieu médical, ça m'allait bien. Et même si j'étais actionnaire familial responsable, j'ai pris cette fondation, elle était toute petite, j'avais un directeur général à mi-temps, et puis j'ai été très, très accompagnée par un conseil d'administration super bienveillant, par des familiaux derrière moi super bienveillants qui m'ont dit, tu as le temps, tu as le temps, tu as le temps. Et je me suis dit, ok, j'ai le temps, si je me plante, si je rate, c'est de leur faute, il fallait pas me demander d'y aller. On t'a surtout dit, tu as les talents, tu as les talents, tu as les talents. Oui, moi, j'y croyais pas trop. Alors, il fallait qu'on me le dise. Et voilà. Et donc, c'était très important. Ça m'est un témoignage vraiment vécu. Et ça, je peux vraiment le dire avec mes tripes. C'est que c'est la mission qui fait grandir les hommes. Si vous n'avez pas de leader chez vous, eh bien, donnez à quelqu'un en qui vous avez confiance une mission et vous allez voir qu'il va devenir leader. Il peut devenir leader à sa façon. Oui. Je voudrais apporter une précision aussi. Rassurez-vous, dans la famille Mullier, nous n'avons aucun membre de la famille aujourd'hui qui est CEO, patron exécutif de nos grosses entreprises.
Les seuls CEO que nous avons, ce sont des entrepreneurs qui ont démarré à la tête de leur petite entreprise avec d'abord un collaborateur, puis 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 50. Mais au jour d'aujourd'hui, le patron d'Auchan n'est pas un membre de la famille, le patron de Leroy Merlin n'est pas un membre de la famille, le patron de Decathlon n'est pas un membre de la famille. Parce que nous pensons que statistiquement, c'est impossible. Regardez Decathlon. Decathlon, il y a 100 000 collaborateurs dans le monde. C'est beaucoup plus facile de trouver le patron de Decathlon dans les 100 000 collaborateurs que dans le petit réservoir de la famille Meullier. Par contre, nous aimons bien que les chairman ou les chairwomen non exécutifs soient membres de la famille. Je pense que c'est plus facile d'être un bon chairman non exécutif, donc président d'un board, que d'être patron d'une entreprise. Donc, nous ne cherchons pas forcément le leadership exécutif de nos entreprises. Nous cherchons des leaders pour notre gouvernance familiale et nous cherchons des leaders pour les boards, pour la présidence des boards de nos entreprises. Les leaders opérationnels, nous les choisissons parmi les collaborateurs de nos entreprises. Merci Alberto por tes deux questions. Bien. Muchas gracias, Antoine. Muchas gracias, Blandín. Gracias también, Alberto, por tus preguntas muy certeras que seguro que le ayudan a muchos. Hay algunas, hemos pasado la hora porque ha sido muy entretenido. Yo sé que a todos nos ha parecido así. Hay algunas preguntas del chat. Magdalena tuvo que partir, tenía un vuelo ahora, pero quizás por lo menos tomar en beneficio de quienes están participando al menos algunas de las preguntas, ¿no? Dice aquí, los trabajadores, presenta esto Herbert Hoover, que también participa en Fundación Emprender. ¿Los trabajadores de las empresas de la familia tienen alguna participación en el Consejo de Administración o solo tienen opción de ser accionistas? Esa es una pregunta. Y voy a hacer de inmediato la segunda y así van con las dos y cerramos, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Pregunta Daniela Balín, junto con dar gracias por la presentación, ¿qué metodologías usan para evaluar y aceptar o rechazar a los nuevos proyectos que presenta cada generación? ¿Hay alguna metodología para aceptar un proyecto o no en cada generación? Esas dos preguntas y vamos cerrando porque si no se nos va a pasar la hora, vamos a pasar toda la mañana. C'est très simple. Si je travaille chez Decathlon, je n'ai pas le droit d'être au board de Decathlon. Par contre, je peux être au bord de Leroy Merlin ou de Auchan. Si je travaille chez Leroy Merlin, je peux être au bord de Decathlon. Nous appelons ça des administrateurs croisés et c'est très bien. Mais si je travaille chez Decathlon, je n'ai pas le droit d'être au bord de Decathlon parce que les contrôleurs ne peuvent pas être contrôlés et les contrôlés ne peuvent pas être en même temps le contrôleur. La deuxième question, quelle méthodologie pour accepter ou rejeter les projets? Blandine, tu compléteras puisque tu as fait partie du board de notre deuxième fonds d'investissement réservé à la famille. Nous avons un taux d'acceptation extrêmement élevé parce qu'il y a un temps de préparation. Nous offrons entre 6 mois et 1 an aux jeunes familiales pour préparer son business plan, pour préparer son business model. Très souvent, pendant cette période, c'est lui-même ou elle-même qui dit « Ah, ce n'est pas pour moi ». Donc, c'est très souvent lui ou elle qui se retire avant de passer dans le comité d'investissement. Et les dossiers qui sont présentés au comité d'investissement par le directeur de ce fonds d'investissement sont acceptés à combien, Blandine? 80-90%. Presque tous les dossiers sont acceptés. C'est un petit peu comme dans NetMentora. Lorsque Véronica présente un dossier, j'imagine qu'elle a préparé le candidat, le lauréat, et il est très fortement accepté. Nous, j'ajoute tout à fait, Antoine, j'ajoute 3 points. C'est qu'on impose à ce que le familial travaille à 100% dans son projet, que ce soit son premier métier et que ce soit lui le patron de l'entreprise.
Donc, s'il est associé avec quelqu'un d'autre, on lui souhaite, hein, mais lui, il doit vraiment être dans son entreprise à temps plein, parce qu'on sait qu'être entrepreneur, ça demande 200% de son temps. On lui demande d'investir dans son entreprise à titre personnel, et la famille, l'AFM, ne met pas plus que lui dans son premier tour pour lui laisser les rênes de son entreprise. Il fait partie d'un club, il est accompagné dans la durée, et puis en fonction de son évolution, on peut faire un deuxième, troisième tour, et à ce moment-là, l'association familiale Mullier peut investir à ce moment-là beaucoup plus dans l'entreprise si l'entreprise a besoin de capitaux et que c'est un beau projet. Avec toujours comme chez Réseau Entreprendre, le bon couple homme-métier. Il faut que l'entreprise soit vraiment portée par les tripes de l'entrepreneur familial. Pour faire simple, dans ce fonds d'investissement réservé aux jeunes familiaux, nous avons appliqué les méthodes de Réseau Entreprendre, les méthodes de Net Mentora, puisque nous sommes allés voir le père de Blandine et on lui a demandé mais comment il faut faire. La seule différence entre Réseau Entreprendre et notre fonds familial d'investissement, c'est que nous investissons en capital chez nos jeunes. C'est la seule différence. Sinon, toutes les méthodes sont les mêmes. Ok, muchas gracias una vez más, Blandine, Antoine. Ya pasamos el mediodía en Chile. Yo quisiera agradecer especialmente también en la presencia en este Zoom de Dominique da Silva, que es la delegada internacional, ahí está presente en una de las pantallas, de Réseau Entreprendre en Francia. Ella es portuguesa y es muy cercana a nosotros porque estamos permanentemente conversando con ella en el soporte que nos da en el equipo de Net Mentora. También a Olivier Lamarck, el director ejecutivo de Réseau, que está por ahí también, yo lo vi en una de las pantallas. Un gran saludo, hemos estado con él en Francia y gracias por estar presente en esta presentación, Olivier. Y muchos saludos también a Olivier de la Chevasnerie, que es el presidente de Net Mentora Mundial, de Réseau Entreprendre Mundial, para que le dé nuestro saludo y nuestro aprecio y gracias por acompañarnos en este día. De parte del directorio de Net Mentora, Jaime está presente acá, Santa Cruz y yo mismo, junto a 5 otros directores que están presentes en el chat, en el Zoom, de recordar que nuestros socios de Net Mentora también son todos mentores, son socios activos, y darle las gracias por el respaldo que nos dan y agradecer también de parte de ellos a Blandine y Antoine, no sé cómo decir, esta especial atención que han tenido con Chile. La Blandine me decía que no dijera que era pequeño, no es pequeño nuestro país, pero sí es largo y es ancho. Entonces, bueno, le damos las gracias por acordarse de este largo y ancho país al sur del mundo, que vuelvan a venir a Chile a ver su cordillera, a ver sus paisajes y a vernos a nosotros, porque vamos a seguir aprendiendo con ellos. Yo quiero pedirle a Arturo Palma Matetich, que es el vicepresidente de la EF, que por favor cierre este encuentro, junto con agradecerle también su confianza por participar en él. Gracias, Arturo, gracias a cada uno de mi parte. Te dejo con la palabra, Arturo. Gracias, Raúl. Brevemente, bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de este increíble encuentro. Todos nos llevamos un gran regalo a partir del testimonio de Blandine y Antoine, que ciertamente nos va a ayudar a entender mejor cuál es el legado social que como familias empresarias queremos dejar y cómo hacer que este sea transmitido exitosamente a las futuras generaciones, que es otro gran desafío. Así que Blandine, Antoine, nuevamente muchísimas gracias por haberse dado el tiempo y por el interés en compartir con nosotros el camino que han recorrido como familia. Son un ejemplo a seguir y fuente de inspiración. Así que muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a Net Mentora también por este encuentro que organizamos en conjunto y que esperamos que sea el primero de muchos. Y felicitaciones por el tremendo rol que tienen en el apoyo al emprendimiento en Chile. Gracias al equipo AEF y a las familias que participaron hoy. Les mando un gran abrazo y que tengan todos un excelente día. Gracias, muy bien, abrazo. Gracias, Gaëla. Merci à vous tous de votre écoute. Gracias. N'hésitez pas. Nos Venez felicitamos. vers nous si vous avez besoin. Gracias, gracias, gracias.
Merci Raoul. Buenos días, buenas tardes, De- como decimos. en Muchas relation. gracias, Blandine. Muchas gracias, Antoine. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. Nous, on va aller Oui, prendre merci l'apéritif du soir. On prend l'apéritif, oui. Une bonne bière.